L'Iran frappe en représailles le Qatar après une frappe israélienne sur un grand site gazier. Il y avait une ligne que tout le monde savait exister sans que personne n'ose la nommer clairement depuis le début de ce conflit. Pas une ligne rouge dans le sens que Trump utilisait si souvent sur Truth Social pour ses menaces de théâtre. Une ligne réelle, tracée dans la géologie et dans l'économie mondiale, au fond des eaux du Golfe Persique, là où le plus grand champ de gaz naturel jamais découvert s'étend sous la surface entre les eaux territoriales iraniennes et qataries. Cette ligne s'appelait South Pars, côté iranien. Elle s'appelait North Dome, côté qatari. Les deux noms pour le même gisement, le même trésor géologique partagé par deux pays que tout oppose, sauf cette immense réserve de gaz sous-marine qui les rend mutuellement dépendants et mutuellement vulnérables. Depuis le 28 février, tout le monde savait que si Israël ou les États-Unis frappèrent ce gisement, quelque chose de fondamental dans la dynamique de ce conflit changerait. Ce n'est plus une ligne qu'on approche prudemment. C'est une ligne qu'on vient de franchir. Salut à tous, je réponds au nom d'Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Israël a frappé South Pars le mercredi 18 mars 2026, au 20e jour de la guerre. La télévision d'État iranienne l'a annoncé en début de journée. Certaines parties des installations gazières du gisement de South Pars avaient été frappées par des projectiles de l'ennemi américano-sioniste. Un incendie s'était déclaré. Des équipes de pompiers avaient été dépêchées. La production avait été partiellement interrompue. Les images diffusées par Al Jazeera montraient une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus des installations de Khangan, la ville portuaire du sud de l'Iran où se concentre l'infrastructure de traitement du gaz issue de ce champ gigantesque. Et dans les heures qui suivirent cette annonce, le cours du gaz naturel européen bondit de 25% en quelques séances, puis de 35%. Le Brent creva les $110, puis les $114. Les marchés avaient compris avant tout le monde ce que les diplomates n'avaient pas encore osé formuler. Quelque chose venait de changer dans cette guerre, et ce changement ne ressemblait pas à un chemin vers la paix. Donald Trump a réagi de façon caractéristique, c'est-à-dire contradictoire et révélatrice à la fois. Sur Truth Social, il a écrit qu'Israël, indigné par les événements du Moyen-Orient, avait violemment attaqué le champ gazier de South Pars, et il a ajouté immédiatement que les États-Unis n'étaient pas au courant de cette attaque. Cette désincrimination en temps réel, publiée par le président des États-Unis à propos de l'action de son allié le plus proche dans la guerre, qu'il avait lui-même déclenchée 3 semaines plus tôt, est d'une incohérence stratégique qui frôle le comique si le contexte n'était pas tragique. Elle dit que soit Trump ment, soit Israël agit désormais de façon complètement autonome, sans informer son partenaire américain des frappes les plus significatives de la campagne. Les deux hypothèses sont inquiétantes. Le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, affirmait pourtant que Trump avait été informé à l'avance du plan israélien d'attaquer le champ gazier et l'avait soutenu. Ce qui rendrait le message Truth Social une tentative de se protéger politiquement des conséquences économiques de la frappe, en chargeant Israël de la responsabilité d'une décision qu'il avait approuvée. L'Iran n'a pas attendu longtemps pour répondre, pas quelques heures. Pas un cycle de consultations diplomatiques, pas une déclaration d'intention suivie d'une pause stratégique, le centre de commandement interarmés iranien, Qatam al-Anbiya, a publié dans les heures suivant la frappe sur South Pars un communiqué précisant que l'Iran envisageait de cibler les infrastructures de carburant, d'énergie et de gaz des pays à partir desquels les attaques avaient été lancées. La télévision d'État iranienne a même publié une liste de cibles potentielles. Ces cibles incluaient des installations pétrolières et gazières en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Ce n'était pas une menace vague, c'était une déclaration de cible nommée, géolocalisable, concrète. Et dans la nuit du mercredi au jeudi, l'Iran a mis cette déclaration à exécution. Le complexe gazier de Ras Laffan au Qatar est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié du monde. Pas le plus grand au Moyen-Orient, pas le plus grand dans la région, le plus grand de la planète. Il traite le gaz extrait du côté qatari de ce même gisement North Dome que l'Iran exploite sous le nom de South Pars de l'autre côté de la frontière maritime. C'est de là que partent les méthaniers qui alimentent l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, tous les pays qui ont construit leurs économies sur la promesse d'un approvisionnement en gaz naturel liquéfié stable et abordable. Ras Laffan, c'est la pompe cardiaque de l'économie mondiale en matière de gaz naturel. Et dans la nuit du 18 au 19 mars 2026, des missiles iraniens l'ont touché. Qatar Energy,
la compagnie énergétique publique du Qatar a confirmé dans les premières heures du jeudi 19 mars que plusieurs de ses installations de gaz naturel liquéfié avaient été la cible de tirs de missiles, provoquant des incendies conséquents et des dommages considérables. Le site a été frappé une première fois mercredi soir, puis une seconde fois dans la matinée du jeudi, selon la télévision d'État iranienne. 2 frappes successives sur la même cible pour s'assurer que le message était bien reçu. La logique iranienne est d'une cohérence parfaite, même si elle est d'une brutalité économique que beaucoup refusaient d'anticiper. Elle peut se résumer en 2 phrases qui constituent la doctrine de représailles que l'Iran applique depuis le premier jour de ce conflit avec une constance remarquable. Si tu frappes ce qui me nourrit, je frappe ce qui te nourrit. Et si tu frappes depuis le sol de tes alliés deviennent des cibles. Le Qatar n'a pas participé activement à l'attaque contre l'Iran. Il a même publiquement condamné la frappe israélienne sur South Pars, qualifiant l'action d'Israël de dangereuse et irresponsable. Mais le Qatar héberge la base aérienne américaine d'Al Udeid, l'une des plus grandes du monde, depuis laquelle des avions américains décollent pour des missions liées à l'opération Epic Fury. Le Qatar partage avec l'Iran ce gisement gazier que l'ennemi vient de frapper. Et le Qatar, jusqu'à cette nuit du 18 mars, avait cru pouvoir s'abriter derrière sa neutralité diplomatique tout en continuant à accueillir les forces américaines sur son sol. L'Iran lui a expliqué, avec des missiles sur Ras Laffan, que cette position n'était plus tenable. Ce qu'il faut comprendre sur la signification de la frappe de Ras Laffan, c'est d'abord son échelle économique mondiale. Le site de Ras Laffan produit environ 70 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. À titre de comparaison, la consommation annuelle de GNL de la France est d'environ 20 millions de tonnes. Ras Laffan produit donc en une année de quoi alimenter la France en gaz naturel pendant plus de 3 ans. Ce complexe alimente directement des contrats d'approvisionnement à long terme avec l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine. Sa mise hors service, même partielle, même temporaire, crée des perturbations dans des économies qui sont à des milliers de kilomètres du Golfe Persique et dont les gouvernements n'avaient aucune intention de se mêler de cette guerre. Le gaz naturel européen a bondi de 35% en quelques heures. Les contrats à terme sur le gaz en Europe ont dépassé 68 € par mégawattheure, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la fin 2022, quand la coupure du gaz russe après l'invasion de l'Ukraine avait provoqué une crise énergétique majeure sur le continent. Et cette fois, ce n'est pas un seul pays fournisseur qui est coupé. C'est le détroit d'Ormuz qui est partiellement bloqué, le champ South Pars qui brûle, Ras Laffan qui est en flammes, et la raffinerie de Samref en Arabie Saoudite qui a été frappée par un drone iranien dans la même nuit. L'Arabie Saoudite a annoncé avoir intercepté 5 drones s'approchant d'une installation énergétique dans la région orientale du royaume et signalé qu'un débris était tombé dans une zone habitée. Abu Dhabi a fermé ses installations du site gazier d'Abshan et du champ de Bab après les frappes nocturnes iraniennes, qualifiant ces attaques de dangereuses escalades. Un navire a été touché par un projectile inconnu à l'est des Émirats arabes unis dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, et 2 raffineries de pétrole koweïtiennes ont été visées. En l'espace d'une nuit, l'Iran a mis à exécution sa doctrine de guerre économique totale dans le Golfe. Si vous hébergez nos ennemis, si vous permettez qu'on nous frappe depuis votre sol, nous frapperons ce qui vous fait vivre. L'équation de la sécurité des pays du Golfe s'est brutalement modifiée dans les heures qui ont suivi la frappe israélienne sur South Pars. Trump a répondu aux frappes sur Ras Laffan avec une de ses formulations qui essaie de faire tenir simultanément la menace et la promesse. Il a déclaré que plus aucune attaque ne serait menée par Israël concernant ce champ de South Pars extrêmement important et précieux, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar. Et il a ajouté la menace. Dans ce cas, les États-Unis d'Amérique détruiraient massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a encore jamais vues ni connues auparavant. Cette déclaration est remarquable à plusieurs titres. Elle reconnaît implicitement que c'est Israël qui a frappé South Pars en premier, ce qui invalide l'affirmation précédente selon laquelle les États-Unis n'étaient pas au courant. Elle révèle que Trump tente maintenant de protéger le Qatar, son allié du Golfe qui héberge sa base militaire la plus importante dans la région, contre les conséquences des actions d'Israël. Et elle menace de détruire le gisement gazier le plus important de l'Iran si l'Iran continue de frapper le Qatar, ce qui reviendrait à provoquer une crise énergétique mondiale d'une ampleur sans précédent, puisque South Pars fournit à lui seul environ 70% de la consommation intérieure iranienne en gaz naturel et alimente une part significative des exportations gazières mondiales. Ce que cette déclaration dit en creux, c'est que Trump est maintenant pris entre 2 exigences contradictoires.
D'un côté, Israël qui a décidé d'escalader en frappant South Pars sans en informer Washington selon la version officielle américaine. De l'autre, le Qatar dont la coopération est indispensable pour le maintien de la base d'Al-Udeid et qui subit maintenant les conséquences directes de l'escalade israélienne. Trump ne peut pas simultanément laisser Israël continuer à escalader et protéger le Qatar des représailles iraniennes prévisibles. Ces deux objectifs sont incompatibles, et la solution qu'il essaie de trouver, promettre publiquement que South Pars ne sera plus frappé si l'Iran arrête de frapper le Qatar, est en réalité une invitation faite à Israël de ne plus agir unilatéralement de cette façon. Ce qui, dans l'état actuel de la relation Trump-Netanyahou, est une demande que rien ne garantit d'être entendu. L'Iran a répondu aux menaces de Trump avec la même formule que depuis le début. Si vos menaces nous impressionnaient, nous n'aurions pas résisté 20 jours à la puissance militaire américaine. Un responsable iranien a été cité par la presse régionale avec cette précision qui ressemble moins à une rhétorique révolutionnaire qu'à une déclaration stratégique. Si cela se répète, les représailles contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés se poursuivront jusqu'à leur destruction. Et le Brent a battu de nouveaux records pendant que ces mots circulaient dans les salles de marché du monde entier. Il faut s'arrêter sur ce que la frappe de South Pars par Israël représente comme rupture tactique, parce qu'elle dit quelque chose d'important sur l'état psychologique de Tel Aviv en ce 20e jour. Jusqu'à cette attaque, les États-Unis et Israël avaient délibérément épargné les infrastructures énergétiques iraniennes dans le Golfe. Cette retenue n'était pas une clémence, c'était un calcul. Frapper le pétrole et le gaz iranien sans les détruire complètement, c'était courir le risque de la riposte que les Iraniens avaient promise sur les installations de leurs voisins du Golfe, riposte qui ferait grimper les prix mondiaux de l'énergie à des niveaux politiquement insupportables pour les gouvernements occidentaux, et particulièrement pour Trump, dont la cote de popularité est indexée sur les prix de l'essence à la pompe. Israël a rompu cette retenue, et Trump, qui dit ne pas l'avoir su, se retrouve à gérer les conséquences d'une décision dont il ne veut pas assumer la paternité. Le président du Parlement iranien Ghalibaf a décrit la situation avec une formule qu'on devrait graver dans la mémoire des analystes qui croyaient encore à une désescalade rapide. Une logique de loi du talion est désormais en vigueur, a-t-il dit, et un nouveau niveau de confrontation a commencé. Cette phrase n'est pas une hyperbole parlementaire. Elle est la description précise du mécanisme qui gouverne maintenant ce conflit. Chaque frappe sur une infrastructure énergétique iranienne produit automatiquement une frappe sur une infrastructure énergétique dans le Golfe. Ce mécanisme de réciprocité symétrique avait été formulé clairement par les gardiens de la Révolution depuis les premières semaines du conflit. Si vous touchez notre énergie, nous touchons la vôtre. Israël vient de tester si cette menace était sérieuse. Elle l'était. La réaction du Qatar est elle-même révélatrice des contradictions dans lesquelles se débattent les monarchies du Golfe depuis le début de cette guerre. Doha a condamné la frappe israélienne sur South Pars avec des termes inhabituellement durs pour un pays qui abrite la plus grande base militaire américaine de la région. Dangereuse et irresponsable. Puis, après les frappes iraniennes sur Ras Laffan, Doha a expulsé 2 diplomates iraniens en déclarant leurs actions comme une flagrante violation du droit international. Et simultanément, le Qatar a continué à chercher une sortie diplomatique, le ministère des Affaires étrangères qatari affirmant que la solution diplomatique restait possible si l'Iran cessait de frapper. Ces 3 postures simultanées, condamner Israël, expulser des Iraniens, appeler au dialogue, décrivent un gouvernement coincé entre des alliances incompatibles et des intérêts contradictoires qui explosent littéralement sous ses yeux. Emmanuel Macron a proposé jeudi matin un moratoire sur les frappes contre les infrastructures civiles au Moyen-Orient, en particulier énergétiques et hydrauliques. Il avait échangé avec Trump et avec l'émir du Qatar. Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, a-t-il écrit sur X. Cette proposition française est intéressante pour 2 raisons. La première est qu'elle reconnaît implicitement que les 2 camps, Israël frappant South Pars et l'Iran frappant Ras Laffan, violant le droit international qui interdit les attaques contre les infrastructures civiles. La deuxième est que Macron s'est placé simultanément du côté de l'émir du Qatar et de Trump pour proposer cette formule, ce qui dit qu'il voit dans cette escalade énergétique un niveau de danger économique mondial suffisant pour justifier une intervention diplomatique urgente à laquelle il n'avait pas jugé nécessaire de se livrer pendant les 19 jours précédents. Ce jugement de Macron sur l'urgence de la situation est calibré sur les marchés. Le gaz naturel européen à 35% de plus en une journée n'est pas une fluctuation de marché ordinaire. C'est le signal que les traders envoient au gouvernement « Vous avez un problème d'approvisionnement structurel qui commence maintenant ».
L'Europe avait laborieusement reconstruit ses réserves de gaz après la crise de 2022 liée à la guerre en Ukraine. Elle avait diversifié ses approvisionnements, augmenté sa capacité de stockage, conclu des contrats à long terme avec le Qatar, la Norvège et d'autres fournisseurs. Et maintenant, Ras Laffan brûle. Le principal fournisseur de GNL mondial est en flammes. Et les Iraniens ont dit que si ça se répète, les représailles continueront jusqu'à la destruction des installations. Cette phrase, dite publiquement par un responsable iranien, dans le contexte de ce conflit, est la menace la plus directement pertinente pour la sécurité énergétique européenne depuis la coupure du gaz russe. Il y a une dimension stratégique de cette frappe sur Ras Laffan que peu d'analystes ont encore complètement articulée. L'Iran n'a pas seulement frappé une installation qatari, il a frappé le contrat de sécurité qui liait les monarchies du Golfe aux États-Unis. Ces pays avaient accepté d'héberger des bases américaines, de tolérer sur leur sol la logistique d'une guerre contre leurs voisins iraniens, de se taire publiquement sur les conséquences de cette guerre pour leur économie, tout cela en échange d'une garantie de sécurité américaine. Cette garantie disait « Nous sommes là, nos missiles défensifs vous protègent, notre présence dissuade vos ennemis ». Et ce contrat vient de montrer ses limites dans les termes les plus concrets qui soient Ras Laffan brûle, Abu Dhabi ferme ses installations gazières, la raffinerie saoudienne de Samref est touchée par un drone et les États-Unis sont occupés à bombarder Téhéran sans pouvoir simultanément défendre les infrastructures de leurs alliés. Les gardiens de la Révolution ont formulé la conséquence de cette démonstration avec une précision qui laisse peu de place à l'interprétation. Les sites énergétiques du Golfe sont redevenus des cibles légitimes. La formulation est militaire et juridique à la fois. Légitime, dans le vocabulaire des conflits armés, signifie que l'attaque peut être justifiée par une logique de représailles proportionnelle ou de nécessité militaire. Cette déclaration signale que l'Iran ne considère plus ses installations comme protégées par leur neutralité supposée et qu'il peut les frapper à tout moment selon l'évolution de la situation militaire. Elle s'adresse à Riyad, à Abu Dhabi, à Doha, à Kuwait City. Votre pétrole et votre gaz sont exposés. Tant que vous hébergez les forces qui nous bombardent, vous êtes partis au conflit. Les marchés ont intégré cette nouvelle réalité avec une brutalité que les discours politiques ne peuvent pas adoucir. Le Brent à 114 $, le WTI proche de 100 $, le gaz européen à des niveaux qui rappellent les pires moments de l'hiver 2022, les primes d'assurance maritime qui ont explosé de 300% depuis le début du conflit. Tout cela dit que la crise énergétique mondiale que les économistes décrivaient comme un risque de queue statistique est en train de se matérialiser comme réalité quotidienne. Un chauffeur de taxi à Tokyo, un artisan à Leipzig, une ménagère à Séoul, un agriculteur au Bangladesh, tous ces gens commencent à payer dans leurs factures quotidiennes le prix d'une guerre déclenchée par deux gouvernements sans qu'aucun d'eux n'ait été consulté. La déclaration la plus sobre et peut-être la plus lucide de cette journée du 19 mars est venue, paradoxalement, d'un responsable américain lors d'un briefing devant la Chambre des représentants. Il a décrit la situation de la façon suivante. Le régime iranien semble rester en place, mais est largement dégradé en raison des attaques sur son leadership et ses capacités militaires. Ses capacités militaires conventionnelles ont été largement détruites, laissant des options limitées. La position stratégique de l'Iran a été significativement dégradée. Ce constat de dégradation significative accompagné de l'aveu que le régime reste en place résume parfaitement l'échec stratégique central de l'opération Epic Fury. On a dépensé des dizaines de milliards de dollars, tué plus de 1300 civils iraniens, épuisé des stocks de munitions accumulés pendant des années, sacrifié des soldats américains dont les cercueils sont rentrés à Dover dans la discrétion, et le résultat est un régime dégradé qui frappe Ras Laffan, le plus grand site de GNL du monde, fait monter le Brent à 114 $ et menace de continuer jusqu'à la destruction complète des installations énergétiques de la région. La contre-terrorisme officielle qui a démissionné de l'administration Trump en déclarant que l'Iran ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis, avait peut-être tort sur la temporalité. L'Iran n'a pas attaqué le sol américain, mais il est en train de mettre en œuvre quelque chose qui, à sa façon, est plus dévastateur pour les intérêts américains qu'une attaque directe. Il détruit la crédibilité de la protection américaine dans le Golfe, il fait exploser les prix de l'énergie qui érodent le soutien populaire à Trump, il démontre que la garantie de sécurité américaine a des trous suffisamment grands pour y faire passer des missiles balistiques et des drones. Et il contraint l'administration à négocier une posture de sortie depuis une position de faiblesse diplomatique croissante. Macron a eu raison de parler d'escalade inconsidérée, mais l'escalade ne vient pas des deux côtés à égale responsabilité. Elle vient d'une décision israélienne de frapper South Pars,
prise sans consultation américaine selon la version officielle ou avec l'accord américain selon le Wall Street Journal, dans un conflit qui avait jusqu'ici respecté une règle implicite, ne pas toucher les infrastructures énergétiques du Golfe pour éviter exactement la réaction qui vient de se produire. Cette règle avait permis à la guerre de rester, si l'on peut dire, dans des limites économiques supportables pour le monde. Sa rupture par Israël a déclenché précisément le scénario que tout le monde craignait. Et maintenant que Ras Laffan brûle et que le gaz européen est à 35% plus cher qu'il y a 48 heures, revenir à cette règle implicite est devenu infiniment plus difficile. Il faut maintenant parler des 6 soldats américains morts, dont Trump saluait les cercueils à la base de Dover, Delaware, le même jour que Ras Laffan brûlait. Ces 6 soldats étaient dans l'équipage d'un avion ravitailleur, KC-135, qui s'était écrasé dans l'ouest de l'Irak. La version officielle américaine parle d'un accident. La presse a été tenue à l'écart de la cérémonie de rapatriement des corps à la demande des familles. Trump a assisté en uniforme, a fait son salut militaire devant les 6 cercueils drapés du drapeau américain. Leurs noms ont été lus, le capitaine Cleaner, le capitaine Ariana Savino, le capitaine Seth Koval, le capitaine Curtis Angst, le sergent-chef Tyler Simmons de Columbus, en Ohio. 6 jeunes Américains morts dans une guerre que leur commandant en chef avait appelée une petite excursion le 28 février. Ces morts, ajoutés aux autres victimes militaires américaines confirmées depuis le début du conflit, aux centaines de blessés évacués discrètement en Allemagne dont les médias américains ont parlé sans que l'administration ne les confirme officiellement, commencent à dessiner une réalité de pertes humaines que ni les communiqués de victoire ni les conférences de presse ne peuvent entièrement masquer. L'opinion publique américaine, qui soutenait modérément cette guerre depuis le début, commence à ressentir dans sa chair quotidienne les conséquences d'une opération dont elle n'avait pas été consultée. Le prix du diesel aux États-Unis a dépassé 5 $ le gallon pour la première fois depuis 2022, cette période d'inflation qui avait érodé la popularité de Biden et contribué à l'élection de Trump. Les prix à la pompe que Trump avait promis de faire baisser ont augmenté significativement depuis le 28 février. Et maintenant que Ras Laffan brûle, que les marchés gaziers mondiaux explosent, que la raffinerie saoudienne de Samref est touchée par un drone iranien, il n'y a aucune raison de penser que cette tendance va s'inverser à court terme. La prochaine facture de chauffage, la prochaine note d'essence, vont raconter à chaque citoyen américain l'histoire de ce conflit d'une façon que les communiqués de CENTCOM ne pourront pas contredire. Les républicains modérés et les libertariens au sein du Parti républicain commencent à exprimer publiquement leurs doutes. Rand Paul a demandé lors des auditions au Sénat comment l'administration justifiait une guerre contre un pays qui ne représentait pas de menace imminente contre le sol américain. Les milieux d'affaires, qui forment une partie importante de la coalition de soutien à Trump, regardent avec inquiétude croissante le prix du pétrole, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, la volatilité des marchés financiers. David Sachs, depuis l'intérieur de la Maison-Blanche, avait déjà évoqué le risque d'une situation potentiellement catastrophique. Ces signaux internes au camp trumpiste ne produiront peut-être pas une rupture politique immédiate, mais ils nourrissent la pression qui pousse l'administration vers une sortie, dont personne ne sait encore quelle forme elle prendra. La complexité de la situation est amplifiée par la nature même de ce que l'Iran a choisi de frapper. Ras Laffan n'est pas une installation militaire. C'est le cœur économique du Qatar, une ville industrielle entière construite autour de la transformation du gaz naturel en GNL exportable. Elle emploie des dizaines de milliers de travailleurs, souvent des migrants asiatiques. Elle génère l'essentiel des revenus souverains du Qatar, ce petit pays qui a converti ses ressources gazières en fonds souverains, investi dans le monde entier en équipes de football, en monuments architecturaux, en influence diplomatique. Frapper Ras Laffan, c'est frapper ce que le Qatar est devenu en 20 ans de développement accéléré. Et c'est lui envoyer le message le plus direct possible. Tant que vous hébergez ceux qui nous bombardent, votre prospérité est exposée. Le Qatar a expulsé 2 diplomates iraniens. C'est une réponse diplomatique conventionnelle, mesurée, qui dit le mécontentement sans aller jusqu'à la rupture des relations. Elle dit aussi que Doha veut garder un canal de communication avec Téhéran, précisément parce qu'il sait que c'est via ce canal que devra passer toute sortie de la situation actuelle. L'ancien Premier ministre du Qatar avait déjà appelé les pays du Golfe à construire leur propre alliance de sécurité collective indépendante de la garantie américaine. Ces mots prononcés quelques jours plus tôt prenaient maintenant une résonance concrète. Si la protection américaine ne peut pas empêcher les missiles iraniens de frapper Ras Laffan, quelle est la valeur de cette protection ? Et si cette valeur est nulle ou insuffisante, quelles sont les alternatives dont dispose un pays comme le Qatar pour sécuriser ses infrastructures vitales ?
La réponse que les monarchies du Golfe commencent à élaborer dans les couloirs diplomatiques n'est pas celle que Washington souhaiterait entendre. Elle passe par des contacts directs avec Téhéran, par des propositions de médiation impliquant la Turquie, la Chine et la Russie, par une reconsidération de la présence militaire américaine sur leur sol qui les rend cibles des représailles iraniennes sans les protéger efficacement. Ce repositionnement stratégique progressif des pays du Golfe est peut-être le changement géopolitique le plus durable de toute cette guerre, bien au-delà des bilans de frappe et des conférences de presse triomphantes. Il dit que l'ordre régional que les États-Unis avaient construit autour de leur présence militaire dans le Golfe est en train de se fissurer sous la pression d'une guerre qui a démontré les limites concrètes de la garantie sécuritaire américaine. L'Iran n'a pas cherché à détruire Ras Laffan dans son intégralité lors de cette première frappe. 2 des 3 incendies causés par les missiles ont pu être maîtrisés selon les informations initiales. C'est là aussi une signature de la doctrine iranienne de ce conflit. Ne jamais aller au maximum d'une seule fois, toujours garder quelque chose en réserve, toujours maintenir la menace d'une escalade supplémentaire comme levier de négociation. L'Iran aurait pu saturer Ras Laffan avec l'intégralité de ses missiles disponibles et détruire l'installation complètement. Il ne l'a pas fait. Il l'a endommagé. Il a mis le feu à une partie. Et il a dit que si ça recommençait, les représailles se poursuivraient. Cette gradation calculée est le même mécanisme qu'il a utilisé depuis le premier jour pour les frappes sur Israël, pour le blocage partiel d'Ormuz, pour les attaques sur les bases américaines du Golfe, exercer suffisamment de pression pour changer les comportements adverses sans franchir définitivement le seuil qui rendrait la guerre totalement incontrôlable. Si Israël frappe de nouveau South Pars, l'Iran a promis de frapper plus fort. Si Trump met sa menace à exécution de détruire South Pars avec une force que l'Iran n'a jamais vue, l'Iran a averti que les représailles toucheraient toutes les infrastructures énergétiques des alliés américains dans la région. Ces 2 trajectoires d'escalade convergent vers un scénario que personne ne voulait nommer au début de ce conflit, mais qui est maintenant sur la table, la destruction mutuelle des capacités énergétiques de toute la région, un scénario qui provoquerait une récession mondiale d'une ampleur comparable à celle de la crise pétrolière de 1973, mais dans un monde globalement beaucoup plus interconnecté et donc beaucoup plus vulnérable aux chocs d'approvisionnement. C'est dans ce contexte que la proposition de moratoire de Macron prend sa véritable dimension. Elle n'est pas une proposition de paix. Elle est une tentative d'arrêter l'horloge avant que l'escalade énergétique ne dépasse le point de non-retour. Elle reconnaît que les 2 camps violent le droit international en frappant des infrastructures civiles. Elle demande une pause, un moment de désescalade, qui permettrait de rouvrir des canaux diplomatiques, et elle dit, entre les lignes, que l'Europe regarde cette guerre avec une terreur croissante parce qu'elle voit dans la fumée de Ras Laffan la menace directe d'une crise énergétique dont elle commence à peine à se remettre après celle de 2022. Ce que cette journée du 19 mars 2026 marque dans l'histoire de ce conflit, c'est le moment où les conséquences économiques de la guerre ont rattrapé et peut-être dépassé ses conséquences militaires comme facteurs structurants. Les bilans de frappe, les missiles interceptés, les dirigeants iraniens éliminés, tout cela continue. Mais la courbe du Brent à 114 $, les incendies à Ras Laffan, la fermeture des installations d'Abu Dhabi, la raffinerie saoudienne touchée, tout cela dit que le conflit a atteint un niveau où ses répercussions sur des pays et des populations n'ayant aucun lien avec la dispute originelle entre les États-Unis, Israël et l'Iran sont devenues la donnée principale. Et cette internationalisation des coûts économiques de la guerre est précisément ce que l'Iran avait planifié depuis le début, conscient qu'il ne pouvait pas gagner militairement, mais pouvait rendre le coût de la victoire américaine insupportable pour la communauté internationale. Il reste une chose à dire sur ce que Trump a promis de faire si Ras Laffan est frappé à nouveau. Il a dit qu'il détruirait South Pars avec une force que l'Iran n'a jamais connue. Cette menace mérite qu'on l'analyse froidement. South Pars fournit 70% de la consommation intérieure de gaz naturel iranien. Sa destruction totale priverait les foyers iraniens de chauffage, les usines iraniennes d'énergie, les villes iraniennes d'électricité. Ce serait un acte de guerre économique total contre une population civile, précisément le type d'action que la proposition de moratoire de Macron cherche à éviter. Ce serait également une destruction d'une installation que l'Iran partage avec le Qatar et dont les champs s'étendent sous les eaux territoriales qataries. Détruire South Pars, c'est potentiellement endommager North Dome. Et détruire North Dome, c'est frapper le Qatar que Trump cherche précisément à protéger. Cette contradiction interne dans la menace elle-même dit que Trump n'a pas pensé jusqu'au bout les conséquences de ce qu'il promet, ou qu'il espère que la menace suffira sans jamais avoir à être mise à exécution. Ce que personne à Washington ne semble encore prêt à dire publiquement,
mais que les marchés financiers ont déjà intégré dans leur prix, c'est que cette guerre a produit une situation inédite dans l'histoire du pétrole mondial. Pour la première fois depuis le choc pétrolier de 1973, la quasi-totalité des grands exportateurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient se retrouvent simultanément sous pression de sécurité. L'Iran, dont les installations sont bombardées. L'Arabie Saoudite, dont les raffineries sont touchées par des drones. Le Qatar, dont le plus grand site de GNL est en flammes. Les Émirats arabes unis qui ont fermé leurs installations gazières par précaution. Le Koweït, dont 2 raffineries sont ciblées. Et dans le détroit d'Ormuz, le passage par lequel transite 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, les pétroliers marchent au compte-gouttes dans une zone de guerre où l'Iran contrôle qui passe et qui ne passe pas. Cette convergence de risques simultanés sur tous les nœuds énergétiques stratégiques de la région est un événement systémique d'une magnitude que l'économie mondiale n'a pas encore complètement évaluée. Les économistes de Goldman Sachs avaient modélisé avant cette guerre différents scénarios d'impact sur le PIB mondial. Le scénario de blocage partiel d'Ormuz pendant 3 mois prévoyait une contraction de l'économie mondiale de l'ordre de 1 à 2%. Le scénario de destruction des infrastructures énergétiques régionales prévoyait une contraction beaucoup plus sévère. Nous sommes maintenant dans une combinaison des 2 scénarios, avec en plus une fragilisation des États du Golfe comme centre de production et de transit qui n'étaient pas modélisés séparément. L'économiste Amir Hamdani du Quincy Institute avait utilisé le mot contraction lors d'une analyse publiée dans les premières semaines de ce conflit. Ce n'est plus une projection, c'est une réalité en cours de construction, un centime après l'autre sur la facture de chauffage de millions de ménages à travers le monde. L'Iran a accompli quelque chose que ses adversaires n'avaient pas modélisé dans leur plan de guerre. Il a transformé un conflit bilatéral entre lui et une coalition américano-israélienne en une crise mondiale dont les coûts retombent sur des pays et des populations n'ayant aucune responsabilité dans son déclenchement. Cette universalisation du coût de la guerre est la réponse iranienne la plus efficace à une supériorité militaire conventionnelle qu'il ne peut pas contester directement. On ne gagne pas contre les F-35, les B-52 et les porte-avions américains en alignant des forces conventionnelles comparables. On gagne en rendant le coût de l'utilisation de ces forces insupportable pour ceux qui les utilisent et pour leurs alliés. Et à 114 $ le baril de Brent, à 35% de hausse en une journée sur le gaz européen, à Ras Laffan en flammes, l'Iran est en train de démontrer que cette stratégie fonctionne. Le 20e jour de cette guerre qui devait durer 72 heures ne ressemble pas à la fin d'une excursion. Il ressemble au début d'une phase nouvelle, plus dangereuse, où les dommages collatéraux économiques pour l'économie mondiale commencent à dépasser les dommages militaires directs pour les belligérants eux-mêmes. Et c'est précisément pour cela que la proposition de moratoire de Macron, aussi insuffisante soit-elle dans sa portée réelle, est peut-être le premier signal sérieux que quelque chose de diplomatiquement significatif peut encore se produire avant que la prochaine escalade ne rende la sortie encore plus difficile à trouver. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 20 jours de guerre, South Pars, frappé par Israël, Ras Laffan en flammes sous les missiles iraniens, le Brent à 114 $, le gaz européen à plus 35%, Trump qui promet de détruire tout South Pars, l'Iran qui dit « Si ça recommence, les représailles continuent ». Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi.